Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du marathon? Je fais ok, je regarde un peu, je vois l'Ironman. L'Ironman, c'est quoi? C'est 3,8 km de nage, suivi de 180 bornes de vélo, suivi d'un marathon. Je fais ok, je vais pas m'entraîner pour le marathon, je vais m'entraîner pour l'Ironman. Comme ça, le marathon, c'est juste un petit truc dans mon épreuve. C'est plus l'épreuve finale, tu vois? Ça change toute la perception de l'entraînement. Et je prends mon rôle très à cœur. Je prends un coach de nage, puisque j'ai jamais nagé de ma vie. Et je m'achète un vélo pour la première fois. Enfin, j'avais fait du vélo depuis... peut-être quand j'étais gamin, tu vois, de trop petites sorties comme ça, mais j'ai jamais vraiment fait de vrai vélo. Donc je m'achète un vélo, je me rends compte de la difficulté qu'il y a à faire du vélo. Vraiment. Parce que pour moi, c'était comme courir. C'était un pied devant l'autre. Vélo, c'était assis, c'est encore plus tranquille. C'était juste du pédale. T'avances presque tout seul. Dans ma tête, c'était ça. Sauf que je fais mes premiers entraînements. Je me rends compte que c'est pas du tout ça. Donc là, je mets en place un plan d'entraînement qui allie cours de natation avec un coach. Je pars au travail en vélo, c'est à 15 bornes. Je fais tout en vélo. Je m'entraîne en vélo aussi. Et à côté de ça, je cours. Donc là, j'ai vraiment un entraînement très rigoureux pendant 2 mois. Arrivé 2 semaines avant le marathon, donc là je commence à être chaud tout ça, j'apprends une nouvelle qui me choque, vraiment, c'est la mort de ma grand-mère. Et là je tombe dans une genre de dépression, parce que j'ai jamais vraiment perdu de proches, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. J'ai connu beaucoup de gens qui sont morts, mais c'était pas des proches, là c'est le noyau familial, vraiment. En fait, pour t'expliquer un peu, j'ai grandi avec ma grand-mère, dans le sens où elle a toujours été un peu sous le même toit que nous. Quand on était dans la maison, c'était la maison collée à la nôtre. Du coup, on faisait beaucoup de repas ensemble et elle a vraiment participé à mon éducation, depuis tout petit. Et donc, c'est comme si un petit peu j'avais perdu ma mère, puisque c'est la personne avec qui j'ai grandi, avec ma mère et mon père, et mon frère et ma grand-mère. C'était vraiment... Ok. Du début à la fin, on était ensemble. Et là, j'apprends sa mort. C'était pas vraiment une surprise parce qu'on allait la voir régulièrement à l'hôpital puisqu'elle était hospitalisée, elle était devenue Alzheimer. Donc c'était pas une surprise, mais c'était quand même un choc que elle ait franchi le pas de la mort. Et me dire que je peux plus aller la voir à l'hôpital, je peux plus lui parler même si elle comprend pas forcément ce que je dis. Et pour la première fois de ma vie, depuis plus de 10-15 ans, je repleure. Parce que j'avais pas pleuré depuis... les tentatives de suicide de ma mère qui étaient dans mon enfance, peut-être, je sais plus, 13 ans, peut-être 8 ans, j'ai plus de notion de temps à ce niveau-là, mais depuis cette période-là, donc ça doit faire plus de 15 ans que j'ai pas versé une seule larme, et là, je m'effondre, je pleure beaucoup, mais je pleure quand je suis seul, et je pleure quand je suis aussi face à ma grand-mère qui est morte, même s'il y a mon frère et ma mère à côté, je pleure aussi devant eux, et ça me fait du bien de pleurer, et le problème c'est que l'enterrement n'a pas pu avoir lieu tout de suite sous prétexte, enfin c'est pas sous prétexte, c'est qu'il y avait trop de morts en même temps, apparemment. Donc l'enterrement avait lieu genre 2 semaines après. Donc c'était 3 jours avant mon marathon. Oh. L'enterrement avait lieu le mercredi et mon marathon avait lieu le samedi. Et donc la semaine qui précédait le marathon, du coup c'était une semaine d'attente entre guillemets où ma grand-mère pouvait pas être enterrée et donc on avait eu plusieurs possibilités et nous on avait choisi la possibilité où le corps est préparé et tu peux aller le voir en fait. Tu peux aller voir le défunt qui est dans une pièce préparée, apprêtée et tu peux passer t'as 1 semaine où tu peux la voir et après elle est enlevée et tu vas à l'incinération. Et donc moi je faisais mes journées de travail, après je faisais mes entraînements, et vu que c'était en hiver, je mettais mon bonnet, ma capuche, mes gants, tac, et je courais, et c'était à quelques kilomètres, donc je courais jusqu'à l'endroit où je pouvais voir ma grand-mère. Donc la première fois on y était allé en famille, et pour faire un petit peu l'adieu. Et tous les soirs de la semaine, moi j'y retournais tout seul. Et c'était très très glauque. Parce que
c'était, je sais même pas comment ça s'appelle, mais t'arrives, déjà c'était de nuit, puisque c'était après mes entraînements, donc moi j'y allais la nuit, genre 22h, 23h. Et t'arrives, c'était dans une pièce, enfin, comme un petit peu un hôtel, tu vois. T'as un digicode à l'entrée, tu tapes, t'as un numéro d'entrée, pour tout le monde a le même, et tu rentres dans un genre de couloir où t'as plein de chambres. Et dans chaque chambre, t'as un cadavre en fait. Et toi, t'as une chambre, t'as le nom de la personne qui est morte sur chaque porte. Et toi, t'as le code pour aller voir la personne que tu connais. Et donc, moi j'y allais tous les soirs, tout seul. Et j'allais voir ma grand-mère, je me mettais assis à côté d'elle, je regardais son corps inanimé pendant plus d'1 heure tous les soirs. Et pareil, au début je pleurais beaucoup, et t'as cette ambiance de mort, le silence de mort. C'est ce qu'on dit, en fait le silence de mort tu l'entends, gars. Tu l'entends, il résonne en toi, t'as une odeur, c'est pas l'odeur de la mort parce que les corps ils sont préparés, mais c'est une odeur particulière. Sans que ça sente pas comme ailleurs. C'est le seul endroit où t'as une odeur comme ça, c'est vraiment bizarre. Tu dis derrière chaque pièce, il y a des morts, et je suis le seul vivant là. Et j'y allais tous les soirs, au début c'était pour faire mes adieux, mais c'était pour m'imprégner un peu de ça, et accepter. Parce que moi je vais mourir, toi tu vas mourir, tout le monde autour de nous va mourir. On va tous y passer mon gars. On est tous là pour un nombre de temps limité, il faut accepter la mort. Et moi, c'était la première fois que je perdais quelqu'un de vraiment proche. Et j'avais accepté d'un côté, mais je refusais de l'accepter de l'autre. Donc je savais que ça devait arriver. Et j'étais mitigé entre les pleurs, parce que j'ai énormément pleuré quand j'étais seul dans la pièce avec ma grand-mère. Je lui ai fait mes adieux, je lui ai parlé, et quand j'ai étudié la spiritualité, il y a eu beaucoup de notions de... Tu sais, quand tu meurs, ton âme se détache de ton corps, mais reste près de ton corps physique quelques jours, avant de s'envoler vers l'au-delà. Et donc je savais qu'elle m'écoutait quand je lui parlais, et du coup ça m'a fait du bien, je me suis vraiment confié, puisque moi qui me confiais jamais, je me suis vraiment confié cette fois-ci, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il faut pas refuser la mort, il faut l'accepter pleinement, parce que ce que je vais dire ça va paraître un peu sec, mais c'est très égoïste de refuser la mort de quelqu'un. C'est vraiment très très égoïste. Et je vais quand même m'expliquer, parce que je peux pas laisser là-dessus. C'est que si moi je meurs, aujourd'hui, peu importe quand, et que mon frère, ma mère, ou n'importe qui autour de moi se détruit sa vie, parce que moi je suis mort, et je le vois partir en dépression, je le vois quitter son travail, je le vois devenir alcoolique, je le vois dans la drogue, est-ce que j'ai envie de ça ? Est-ce que j'ai envie de ça pour ma famille si moi je meurs ? Non mon gars, j'ai pas du tout envie de ça. Est-ce que ma grand-mère a envie que je me détruise si elle meurt ? Non, jamais elle voudrait ça. Jamais elle voudrait ça. Elle voudrait que je continue, que j'avance malgré tout, que je reste un battant en fait. Elle voudrait me voir réussir de là-haut, et que quand je la rejoigne plus tard, à ce moment-là, je lui explique. Mais même, elle le sait puisqu'elle me suit de là-haut. Et de toute façon, je vais la rejoindre. Donc, je me dis, j'ai ce dialogue avec elle, ou avec son âme, ou son corps, peu importe. J'ai ce dialogue où je lui dis, je pleure aujourd'hui parce que je suis triste de devoir partir, mais j'accepte ton départ, tu vois. Je lui dis, j'accepte pleinement ton départ et tu peux partir le cœur léger. Je ferai ce que j'ai à faire ici. Et je te rejoindrai après, tu vois. Et après, je vais la voir tous les soirs. Et ça devient de plus en plus facile. Comme tout, en fait. Comme tout. Comme l'entraînement, ça devient de plus en plus simple. Comme les révisions, ça devient de plus en plus simple. Comme la communication. Comme l'acceptation de la mort. Il faut être confronté aux problèmes. Il faut aller face à ces démons. Il faut se rendre compte qu'en fait, c'est pas insurmontable. Il faut s'enlever cette idée-là. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr qu'on n'a pas envie de voir nos proches partir, ça c'est clair. Mais ça doit arriver, donc accepte, mon gars, accepte. Et de toute façon, tu le rejoindras tôt ou tard. Donc autant faire ce que tu as à faire ici, rends la personne fière,
il passe à la suite. Donc j'ai cette vision-là, mais je suis quand même détruit mentalement. Je suis pas détruit, je suis fragilisé. C'est différent.